Je peux vous rassurer, Facebook au Qatar est bel et bien programmé aujourd'hui. Vous allez forcément rire, donc restez avec nous. Mais on commence naturellement avec les coulisses du Qatar. Dans cette rubrique, c'est quelques informations émanant du Qatar. Sterling absent lors de la victoire des Three Lions. Raheem Sterling a dû quitter précipitamment ses coéquipiers avant les huitièmes de finale contre le Sénégal. La raison, c'est que sa famille a été victime d'un cambriolage particulièrement violent à Chelsea. Sa femme et ses enfants auraient été menacés par des armes. Il bénéficie d'une permission pour rester auprès de sa famille et pourrait même rater le choc des quarts de finale face à la France. Tunisie, les larmes de Wabi Kazri. C'était une séquence assez émotionnelle. Wabi Kazri, en larmes, a annoncé sa retraite internationale à l'issue de la victoire de la Tunisie face à la France. On suit cette vidéo. J'ai pris une décision, je vais arrêter la sélection. Je pense avoir donné beaucoup. J'ai reçu beaucoup de la part de tout le monde. J'en profite parce que dans cette pièce, il n'y a que des gens avec qui j'ai zéro problème. Je me tombais avec tout le monde. Le président, il a toujours été là pour moi. Vous, les joueurs, Elboul, Youssef, je les connais depuis 10 ans. J'ai vraiment, je pense, voilà, une bonne relation avec tout le monde. Je regarde tout dans les yeux. Jamais de problème avec qui que ce soit ici. Vous m'avez toujours aidé. Des fois, ça n'allait pas. C'était toujours des là pour moi. Je pense vraiment que c'est le bon moment pour moi d'arrêter. J'ai plus ce truc-là. Voilà, j'ai fait 5 Coupes d'Afrique, j'ai défendu mon pays comme j'ai toujours fait. Je suis un peu ému parce que... C'est en liesse après leur qualification. La qualification pour les quarts de finale était rythmée pour les Français. En tout cas, l'équipe de France a laissé éclater sa joie tout juste après sa brillante victoire sur la Pologne 3-1. C'était chaud dans les vestiaires. À la suite des Français, les Pays-Bas ont aussi fait la fête sur le son de Shakira, Waka Waka. Un peu d'humour dans cette émission. Le sosie de Neymar qui attire les regards. Il a presque tous les traits de la star brésilienne du football. Le sosie de Neymar réussit actuellement à berner tout le monde au Qatar en prenant le malin plaisir de signer même des autographes. On le voit ici sur des images de téléfoot accordées. Une interview à Thomas Mekic, voilà, tout simplement, notre confrère. Vous pouvez voir la ressemblance sur ces images et qui se prête tout simplement au jeu. On penserait même que c'est la star brésilienne. Allez, une Miss Croatie fait scandale au Qatar pour ses tenues osées. Ivana Knoll, Miss Croatie, fait parler d'elle actuellement au Mondial Qatar 2022. À travers ses tenues bravant les règles vestimentaires du pays hôte de cet événement. De quoi faire grincer quelques dents en ce moment. Allez, c'est tout pour les coulisses du Qatar. Ici en plateau, nous allons revenir sur quelques informations. Derrière Magat, je vois que vous êtes en train de sourire. Qu'est-ce que vous fait rire? Est-ce la tenue de Non, pas du tout. Je suis resté sur le saisie de Neymar. Allez-y, un mot là-dessus. Il veut me berner. Tu racontes des histoires. Tu chantes, casquette, tatouage, d'oreilles, lunettes, tatouage. Voilà. Jamais. Exactement. C'est sa tenue en maillot de bain là. C'est le champ vestimentaire estampillé Neymar. Ouais. Et ça a failli prendre, hein, franchement.
Et là, avec la fausse moustache et tout ça qui va avec, et là également la petite célébration de Neymar, ben voilà. Ça le fait, tout simplement. Ça fait partie des petits potins du mondial. Mais c'est pas nouveau hein, dans le monde du football. On se rappelle en 96, hein, un certain Ali Dia, voilà, qui s'est fait passer pour le neveu de Georges Weah, qui allait signer un contrat à Southampton. Il a même joué un match pendant 56 minutes. Il a perdu le Graham Souness, coach d'alors de Southampton. Ça fait partie quand même de l'histoire du football. Et cette histoire-là, on l'a déjà relatée, oui, dans les plateaux de Premier League, le PL, effectivement, je m'en souviens. Allez, sur le cas Wabi Kazri, Begriago, c'est le bon moment pour lui. Oui, quand il dresse un tout petit peu son bilan dans cette vidéo, il parle avec les larmes aux yeux, tout simplement. Oui, il sait que le football de haut niveau est exigeant. Aujourd'hui, il sait que son corps ne répond plus à ce football de haut niveau. Il a dit lui-même, c'est le bon moment. Savoir partir, c'est vraiment important pour un footballeur, pour ne pas se faire après insulter. Je pense que Wabi Kazri, c'est un des meilleurs joueurs de sa génération. Il a toujours répondu présent et partir sur une victoire face à la France et être l'auteur de ce but-là. C'est une très belle image pour un joueur qui a été pour la Tunisie vraiment un élément vraiment important. Juliette, derrière, sur la Miss, un commentaire. Je ne demanderai pas plus, un commentaire. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas de soucis. Peut-être c'est fait exprès, peut-être elle le fait pour qu'il y ait un problème, un scandale, mais elle le fait depuis, elle s'habille, mais personne ne réagit. Disons qu'ils font comme s'ils ne voient pas. Peut-être pour le bonheur des Qataris, ou ils font semblant. On ne sait jamais avec les hommes. Hein. Non, ça peut-être pas. Jean-Philippe, oui. Moi, je pense que déjà qu'ils se sont fait taper sur les doigts avec cette communication féroce sur les absences de liberté au sein du Qatar. C'est une grande fête du football. Et ils se disent qu'ils ne vont pas faire de vagues avec ce qui se passe avec la Miss. Si tout de suite elle se fait arrêter, vous imaginez la mauvaise publicité que cela fera au pays. Donc ils vont montrer leur indignation, ils vont toucher les représentations de son pays pour lui demander de faire beaucoup plus attention quand même aux règles intérieures au pays. Quand le mondial finira, j'aimerais voir si elle pourra repartir comme ça au Qatar avec cette tenue, en l'absence de Coupe du Monde. C'est là on saura si vraiment il y a, disons, cette passivité de la part des Qataris. Magat? Donc moi, je voudrais revenir sur le cambriolage de Raheem Sterling. Sterling, oui. Ça devient courant. Hein. C'est déplorable, j'y arrive, oui. Oui, exactement. Ça devient monnaie courante maintenant. Bon, voilà. Vaïd Alizodi, tout récemment, également, qui a été cambriolé en France. Il y a 4 mois également, c'était donc notre ami Pierre-Emerick Aubameyang à Barcelone. Maintenant, c'est Raheem Sterling. Ben voilà, décidément, hein, les joueurs ne sont plus en sécurité chez eux. Allez, et c'est dommage, c'est dommage. À présent, laissez-vous emporter dans ce voyage de Jojo et Moussa Konaté. Ils vous arracheront forcément le sourire. Facebook au Qatar, c'est maintenant. Facebook au Qatar. Faisons le bilan à présent des équipes africaines au mondial. Le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, la Tunisie ont tous été éliminés au... On ne pleure pas, on ne pleure pas. De toute façon, les gens ne se sont pas amusés dans les commentaires là. Oh, Dempsey Pacha dit, hé, sérieux là, donc il reste un lion, hein. Ils ont mangé beaucoup d'ailes. Un seul but du Sénégal pouvait changer les choses, mais hélas, dignement même étonné. Venez rembourser mon pari que j'ai misé sur vous, hein, les vauriens comme ça. Même un but, vous n'avez pas marqué. Pour le Sénégal, là, tcha, Edouard Mendy a oublié qu'il était gardien. Les gars étaient perdus au stade, on dirait des brebis égarés. On continue avec le continent maintenant. Vincent Boubacar qui est là-bas, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Vincent Boubacar, qu'est-ce qu'il fait? Vincent Boubacar, but! Vincent Boubacar, but! Il y a un gars qui a même établi le palmarès des Lions indomptables. Il s'appelle Mashbor. 1. On s'est qualifié contre l'Algérie grâce à Gassama. 2. On a gagné contre l'équipe du Brésil et on a repris l'avion. C'est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. Cameroun, très fier après leur victoire sur le Brésil. Et pourtant, ils sont éliminés. Jesus is Lord. On ne pleure pas. Les Ghanéens, quant à eux, sont heureux d'avoir éliminé l'Uruguay. Gradomoro Cyril dit plutôt, ennemi du Ghana en Coupe du Monde, c'est l'Uruguay.
Ennemi du Ghana en Coupe d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Le Camerounais Loïc Vino King dit ceci. Si la Côte d'Ivoire rencontre le Brésil un jour, c'est uniquement pour discuter le prix du cacao. Jesus is Lord. Fef Maria conclut pour dire, franchement c'est vrai, 10-0 allait sortir quelque part là-bas pour donner ulcère aux gens cadeaux. Vraiment, merci à vous. Comme quoi, les Ivoiriens ont bien fait de ne pas se qualifier des... Sinon là, c'était chaud. Allez, c'était votre rubrique exclusive Facebook au Qatar. On vous donne simplement rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Et derrière, on dit juste merci à Moussa Konaté et à notre Jojo, oui, qui s'y colle chaque fois pour vous arracher un petit sourire. Allez, on voit les résultats du jour. C'est maintenant. Deux affiches aujourd'hui, oui, ont tenu en haleine tout simplement vous tous, fans de sport. Hein. Derrière, le Japon est tombé face à la Croatie de Modric, c'était au tir au but. Et puis, bien sûr, le Brésil a battu la Corée du Sud 4-1. 1-1 au temps réglementaire, parlant bien sûr du Japon qui était face à la Croatie. Quel enseignement, Jean-Philippe, on peut tirer de la prestation du Brésil face à la Corée du Sud, même si le match s'est terminé il y a quelques minutes seulement? Allez. Je vais parler de maîtrise, ça il faut le dire clairement, parce que bon, on a pu suivre au moins la première mi-temps, la période sur laquelle les Brésiliens ont inscrit leurs 4 buts. C'est la première fois dans cette compétition. Bon, pas la première parce que je crois que l'Espagne avait fait de même. Donc c'est la deuxième fois dans cette compétition qu'une équipe parvient à inscrire 4 buts sur la première période du jeu. Les Brésiliens, ils sont dans leur statut de favoris, ils l'assument. Quand ils sont arrivés à cette Coupe du Monde, tout le monde a présenté cette équipe-là avec son armada comme l'ultra favorite de cette compétition. D'autant plus que le classement FIFA est son numéro 1 devant la Belgique. Même si on sait que c'est une logique qui n'est pas forcément respectée vu que les Belges sont rapidement retenus à la maison. Mais eux, il faut respecter leur statut. Et ça, c'est assez clair. On a vu cette équipe de gagneurs où tout a changé, même dans l'état d'esprit. Lors du 3e match face au Cameroun, bien que Tite avait laissé plusieurs de ses titulaires au repos, on a vu que même ceux qui étaient sur le banc de touche, à la fin de la rencontre, après la défaite, on avait vu la nervosité sur les visages des Brésiliens, l'insatisfaction. C'est le caractère type d'une équipe qui s'est préparée mentalement à aller au bout dans une compétition. Ouais. Le Brésil a envie de regoûter à la joie de remporter une Coupe du Monde et ils ne vont pas se priver de cela. C'est tout en maîtrise qu'ils ont caractérisé cette formation de la Corée du Sud, qu'on avait pourtant dit très disciplinée dans son jeu, très intelligente dans son jeu, mais elle est tombée face à un système assez incroyable. Moi, je le dis, pourquoi ce Brésil a fait peur? C'est une équipe qui peut s'adapter à n'importe quel système en face d'elle, avec des joueurs qui sont aussi bons collectivement qu'individuellement. Donc, c'est une formation sur laquelle il va falloir compter pour la suite. Allez, Juliette, je vous emmène sur à quel niveau la différence s'est effectuée, toujours en s'appuyant sur la première période, même si ça va biaiser un tout petit peu. Allez-y, dites-nous. Corée du Sud, Brésil. La Corée du Sud ne s'est pas comportée comme les Africains, c'est-à-dire c'est le numéro 1 mondial. Non, ils ont joué. Ils ont la capacité, ils ont la vitesse. La Corée du Sud, sa spécialité, c'est vraiment la vitesse dans le jeu. Sauf que, Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure, le Brésil, c'est la tactique, c'est l'efficacité. Eux, ils ne viennent pas pour dire « Ah, c'est une petite équipe, c'est une grande équipe ». Non, ils viennent... l'adversaire. Voilà, ils mettent leurs 4 buts, ils veulent gagner. C'est des compétiteurs. Donc, Corée du Sud, première mi-temps, malgré les 4 buts, ne s'est pas laissé faire. Ils n'ont pas abandonné. Ils sont restés debout jusqu'à la... Bon, je n'ai pas vu la fin du match, mais la première mi-temps, ils étaient assez combatifs en se disant « on peut revenir ». C'est pas... Donc, je pense que ça s'est joué à 2 petites choses, l'expérience et une équipe de la Corée du Sud qui est en train de se faire. Donc, qui travaille et qui va essayer de... D'accord. Begré Yago, quel regard jetez-vous sur les individualités de cette formation brésilienne? Parce que je vous fais un petit dessin. 7e minute, but de Vinicius, passe décisive de Neymar. 13e but de Neymar sur penalty. 29e but de Richarlison, passe D de Thiago Silva. 36e but de Paqueta, passe D de Vinicius. Vous savez, je dis souvent en football que quand vous avez un vrai collectif, vous pouvez faire briller vos individualités. Mais aujourd'hui, ce sont des individualités qui font briller le collectif. Et quand vous avez des joueurs de ce niveau-là, vous dormez tranquille. Mais je disais, et je répétais toujours cette chaîne que je dis, la Coupe du Monde, c'est une culture. Ce Brésil-là vient pour jouer les 8e de finale. C'est un Brésil libéré, surtout par son leader technique, Neymar, qui rassure tout le monde,
qui est à son meilleur niveau. Et quand Neymar est à son meilleur niveau, c'est plus le même Brésil. Et quand on voit ce Neymar à son niveau, il fait du bien à cette équipe. Donc je pense qu'au niveau des individualités, des joueurs comme Vinicius qui peuvent sur faire la différence, c'est vraiment important. Et puis devant, il y a quelqu'un qui sait finir les actions. En jouant un football, on récupère le ballon, on ne le perd pas, on progresse. Mais c'est surtout pour finir. Et ce Brésil-là, en moins de 36 minutes, a plié le match. C'est sans les grandes nations. Il ne faut pas laisser la chance aux petites nations de vouloir vous étouffer. Ce Brésil a étouffé rapidement la Corée du Sud. Et ce Brésil s'est rendu le match facile. Je pense que ce Brésil-là, avec ces joueurs dont tu as cité les noms, peut être un adversaire très, très dangereux pour n'importe quelle défense du monde. Magath, Tite, le sélectionneur, a fait tourner un tout petit peu son effectif à partir de la 63e. Le doyen Daniel Alves est rentré à la place de Militao, Danilo est rentré, Bremer, Martinelli également, et j'en passe. Il a même reposé Alisson. Mais effectivement, c'est ce qu'il faut faire. L'équipe du Brésil est en mission. Voilà, elle est venue dans cette Coupe du Monde pour remporter sa 6e Coupe du Monde. C'est bien cela, hein. Voilà, sa 6e Coupe du Monde. On avait même vu sur les réseaux sociaux avant le Mondial où il y avait des chansons où on se disait, mais pourquoi? Ils disent non, qu'ils sont sûrs qu'ils vont aller au bout de la compétition. Donc oui, c'est comme ça. Même pour compléter le fond d'écran de Neymar en ce moment, c'est le trophée. Incroyable, exactement. Ben voilà. Donc oui, vous pliez un match à la première période. Depuis 1954, le Brésil n'a jamais plié un match comme ça. Voilà. Donc vous marquez 4 buts en première période. Donc ce n'est pas le moment de laisser vos grands joueurs sur la pelouse. On ne sait jamais. Avec une Coupe du Monde aujourd'hui où il y a 10-15 minutes d'arrêt du jeu, après voilà, on peut se blesser. On sort quand même les cadres également pour faire souffler l'équipe. Parce qu'en quart de finale, quand même, ce n'est pas un adversaire de gros calibre que le Brésil va rencontrer. Donc le Brésil est très bien parti. Ouais. Ben voilà, devant, hein, ça va coincer parce que quand l'Argentine aussi passerait, on n'a pas loin de voir un Brésil-Argentine en demi-finale. Donc un Ney Messi. Mais c'est surtout ce qui est important dans cette Coupe du Monde, c'est la fraîcheur physique. Et l'entraîneur Tite, il a vraiment compris, il faut reposer ses joueurs, parce que cette fraîcheur physique a manqué au Sénégal. Vous savez, c'est ça aussi la gestion des hommes, c'est ça aussi la gestion du jeu, c'est ça aussi la gestion des matchs, c'est ça aussi la gestion de l'environnement, la gestion de la compétition. Et ces grandes nations-là savent cela, et c'est ce qui manque aux pays africains. Mais en même temps, justement, très rapidement, JB, je vous permettez, c'est face à une équipe moribonde, sans armes du Corée du Sud. Non, on ne dit pas sans armes. Quand le Brésil domine, quand vous êtes plus fort, on parle de sans armes. Rapidement, si vous jouez face à l'Angleterre, que vous menez 4-0 et que vous faites ce turnover-là à la 60e minute de jeu, on ne sait jamais. L'équipe peut revenir à tout moment. Mais en face, quand même, l'adversaire n'était pas au niveau après. Donc oui, on a le... Non, le Brésil, c'est facilité le match. C'est ce qu'il faut dire aussi. Vous savez, voilà. Allez-y. Je dis que le Brésil, c'est facilité le match. Parce qu'il marche rapidement, il gagne en confiance et puis après, il déroule le football. Donc, ce n'est pas la Corée qui fait, mais c'est le Brésil qui s'est facilité le match. D'accord, merci beaucoup. Et tout à l'heure, vous avez touché du doigt le Sénégal. On reviendra en long et en large sur cette formation. Qu'est-ce qui a manqué au Sénégal pour atteindre les quarts de finale? C'est notre question LGT. Allez, avançons. Japon-Croatie, Jean-Philippe Ouria. L'affiche paraissait un tout petit peu déséquilibrée sur papier, mais derrière. Est-ce que la physionomie du match, si on fait cette comparaison-là, sur papier, sur terrain, est-ce qu'on a eu la même chose? Je serais tenté de dire non. Bon, moi, je vais dire déjà que les Japonais ont réalisé un parcours assez extraordinaire dans cette compétition. Ils ont battu l'Allemagne, on sait que ce n'était pas donné. L'Espagne aussi? On a pensé que c'était un coup de chance, et puis ensuite, ils sont allés battre l'Espagne. Ouais. Donc, voyez-vous, c'est dit que dans cette Coupe du Monde, ils ont réussi quand même à battre deux grandes formations, deux grandes équipes nationales. Donc là, ils étaient face à la Croatie. Ils sont allés jusqu'au tir au but. Je ne sais pas quel terme il faut employer encore pour qualifier les samouraïs bleus. Mais ce qu'ils ont réalisé, ça a été complètement extraordinaire pour cette formation qui ne nous a pas habitués à ce genre de choses. Voilà. Maintenant, la séance des tirs au but, on le sait, c'est l'épreuve la plus aléatoire que le football ait eu à nous donner. Heureusement pour les Croates, ils ont un excellent gardien qui a su arracher, je crois, 3 pénaltys. Ouais. Malheureusement pour les Japonais, pour n'avoir plus qu'un seul qui les fait sortir de la compétition, mais au vu de l'animation du jeu, je pense qu'ils n'ont pas à rougir de cette défaite. Et les Japonais qui ont été les premiers à ouvrir la marque, oui. Oui, ces Japonais qui ont été les premiers à ouvrir la marque devaient continuer cette intensité, ce pressing, ils n'ont pas fait. Et c'est là tu vois l'intelligence de l'entraîneur Zako Dali qui amène cette équipe japonaise à jouer à leur rythme.
quand vous voyez la Croatie, elle est cramée. Les joueurs, ils ont plus de 30 ans. Dans la récupération, dans la fraîcheur physique, elle ne peut pas faire les mêmes efforts. Donc la Croatie a amené le Japon à jouer à son rythme. Et ce Japon est resté dans ce tempo-là. Je pense que ce Japon avait mis de l'intensité, de la vitesse. Hein, ce Japon battait cette Croatie-là. Il y avait moyen à passer cette belle équipe de la Croatie. Juliette? Je suis tellement déçue parce que j'étais sûre et certaine que le Japon battrait la Croatie. Justement, la vieillesse des joueurs de la Croatie. Et puis la Croatie est quand même vice-championne. Ça veut dire qu'elle a épuisé un certain nombre de choses. Le Japon est venu dans cette compétition avec une autre mentalité. J'étais convaincue que ce serait le match du Japon. Mais comme on dit, le football, le ballon est rond. Ça veut dire que 1-1, ils sont allés jusqu'aux prolongations et puis rien ne s'est passé. Voilà, il a dit, hein, les pénaltys, les tirs au but, c'est vraiment pas la tasse de thé des Japonais. Ils ont... Non, c'était... Rien qu'à voir la manière de tirer, franchement. Exactement, oui. Les Japonais savaient pertinemment que les Croates avaient d'excellents gardiens. En 2018, on se rappelle, hein, la Croatie avait éliminé donc le Danemark avec un excellent gardien, Subadic, qui était donc du côté de Monaco. Cette fois-ci également, hein, le gardien de ce mondial a sorti 3 pénaltys. Donc oui, c'est ça. Alors, il ne fallait pas les emmener. Les Croates savaient pertinemment qu'en cas d'égalité, leur gardien pouvait faire la différence. Ce que les Japonais n'ont pas. Donc, il fallait gagner ce match sur le terrain, comme on le dit. Mais bon, voilà, les Croatie-Japon ou Japon-Croatie, c'était toujours comme ça, des matchs serrés. Hein. On se rappelle de leur première rencontre en 1998, hein, lors du mondial de l'équipe pas l'équipe de France en France, bien sûr, avec ce but d'Awar Shuker à la 77e minute de jeu. C'était un match très compliqué. Et les deux équipes se sont rencontrées en 2006, encore. Dans le groupe H, donc lors du mondial 2006 en Allemagne, 0-0. Cette fois-ci, donc un but partout. C'est un match très serré. Donc oui, on croyait, je crois aussi, hein, comme Juliette, que l'équipe du Japon allait battre cette formation de la Croatie, vu la vieillesse de son effectif. Mais attention, comme on le dit, les vieilles mamites font toujours les bonnes sauces. Et cette équipe du Japon est malheureusement tombée. Bon, voilà, c'est vraiment dommage. On aurait aimé les voir aller plus loin, n'est-ce pas, Juliette? En tout cas, le ballon est rond, hein, franchement. C'est pour ça que cette Coupe du Monde au Qatar, c'est vraiment, comme Begré l'a dit, c'est la fraîcheur du jeu et l'expérience. C'est les deux qui font la différence à un moment donné. Soit celui qui a le plus d'expérience prend le dessus, soit celui qui va le plus vite prend le dessus. Avant de passer à la perf du jour, concernant le Japon et les 8e de finale de la Coupe du Monde, Magat, 2002, Japon-Turquie 1-0 pour la Turquie. 2010, 0-0 Japon-Paraguay. On se défait au tir au but, le Paraguay passe devant. 2018, Japon-Belgique, 3-2 en faveur de la Belgique. Et puis 2022, Japon-Croatie, tir au but encore 1-1. Bon, voilà, c'est une équipe naïve, hein, qui ne sait pas peut-être gérer des résultats, qu'il va falloir... Donc, mais c'est comme ça aussi qu'on grandit. Hein. Voilà, à force de répéter ce genre de grandes performances, après, bon, voilà, le métier va rentrer. D'accord. Allez, sans plus tarder, la perf du jour. Le Sénégal n'a pas pesé lourd dans son 8e de finale face à l'Angleterre. Les Lions de la Teranga se sont lourdement inclinés 0-3 hier au stade Al-Bayt. Cette défaite n'a laissé personne indifférent sur le continent africain. Celui-ci ne compte plus que le Maroc qui affronte l'Espagne dans quelques heures. Jean-Philippe, comment expliquez-vous cette déroute des Lions de la Teranga amenée par Aliou Cissé? J'essaie de faire sortir quelques mots concernant cette déroute des Lions de la Teranga. Et les mots qui me sont venus à l'esprit sont concentration, bien sûr en termes de manque, absence de solidarité, défaut stratégique, manque de patience, manque de sérénité et surtout manque de lucidité. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, mais c'est ce qui caractérise en fait ce qui s'est passé dans le parcours des Sénégalais. Vous savez, les Sénégalais dans cette compétition ont eu à disputer 4 rencontres. Et les Sénégalais, je dirais, ont réalisé un effet miroir parfait. C'est-à-dire qu'ils ont fait respecter la logique des choses dans leur poule. Déjà, à l'entame de la compétition, ils partaient comme des outsiders dans une poule composée de la Hollande, du Qatar et de l'Équateur. Parce que la Hollande, c'est 5e au classement, 8e plutôt au classement FIFA. C'est l'Angleterre qui est 5e. Ensuite, tu as le Sénégal qui est 18e. Et puis derrière, tu as l'équipe de l'Équateur qui végète dans... je crois à la 42e place si ma mémoire est bonne, et puis tu as le Qatar qui est 50e.
Donc, en 8e de finale, ils ont croisé l'Angleterre qui est 5e. Donc, quand on regarde bien, on se rend compte que, comme Manu Cissé l'a dit en fin de rencontre, le Sénégal a perdu face aux 2 nations qui sont mieux classées qu'elle. Et le Sénégal a remporté ces deux victoires face aux nations qui sont moins bien classées qu'elle. Donc, voici un peu cet effet miroir dont je parlais. Maintenant, concernant cette rencontre qui a contribué à l'élimination des Sénégalais, ce que je peux dire, c'est qu'au-delà, à travers les mots que j'ai pu lister tout à l'heure, c'est que le Sénégal, à un moment, c'est que trop beau dans cette rencontre. Le Sénégal a voulu aller dans une sorte de jeu égal avec l'Angleterre, alors que les Anglais étaient en train de petit à petit les aspirer, sachant qu'ils ont des ailiers rapides. Quand on regarde les 3 buts encaissés par les Sénégalais, les 3 buts sont arrivés sur des contre-attaques. Ce ne sont pas des actions qui ont été construites dans les 20 derniers mètres, c'est sur des contre-attaques assez rapides, racées, et ils ont pris à défaut à chaque fois la défense sénégalaise. Donc, à mon sens, ce sont ces ensembles-là qui ont manqué au Sénégal, et il faudrait que le Sénégal retrouve rapidement la sérénité, se remette au travail pour les prochaines échéances. Begriago, derrière, quelque chose aurait changé dans ce match si Sadio Mané était présent? Non, je dirais qu'avec ainsi, on peut refaire le monde. Hein. Même avec Mané, ce que j'ai vu sur cette équipe anglaise, c'est de très haut niveau. Ça joue vite, ça joue intelligent, il y a une vraie structure de jeu. Ce n'est pas une équipe qui joue pour jouer. Elle a ses objectifs, elle a ses points forts. Et elle les utilise bien au milieu de terrain. Vous avez Bellingham et Anderson qui ont permis cette victoire des Three Lions. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a perdu dans tous les domaines, dans la fraîcheur physique, dans l'intensité, mais surtout dans les choix tactiques. Quand vous mettez Crépin Diatta et Ndiaye à droite, vous mettez 2 attaquants, ça fait 4 joueurs à vocation offensive qui ne sont pas dans le repli défensif. Au milieu de terrain, vous vous êtes bouffé comme ce n'est pas permis. Et c'est là où a régné l'Angleterre. Et cette victoire-là, pour moi, est une victoire méritée. On aurait joué pendant 1 mois, le Sénégal n'aurait jamais gagné parce que cette équipe d'Angleterre était à un niveau très élevé, au niveau technique, au niveau tactique, au niveau physique, au niveau athlétique, mais surtout, il y a un tueur qu'on appelle Harry Kane, une occasion, une demi-occasion, il la transforme, et c'est ça les grandes nations du football. En tout cas, Henri Jo n'était pas optimiste et ça s'est confirmé. Ouais. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99, c'est le numéro de téléphone. On ouvre à présent le téléphone mondial 2022. Qu'est-ce qui a manqué au Sénégal pour atteindre les quarts de finale du mondial Qatar 2022? C'est le monde. Nous appeler pour tout simplement partager avec nous votre avis, tout simplement. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Qu'est-ce qui a manqué au Sénégal pour atteindre les quarts de finale? Magath, un bilan que vous pouvez faire de cette participation des Sénégalais? Bon, avant de vous donner le bilan, je vais dire que le Sénégal n'a pas retenu les leçons. Ils ont dominé de bout en bout le match face aux Pays-Bas. Il reste 10 minutes, ils ont pris 2 buts. Face à l'Angleterre, pendant les 30 premières minutes, mais je me dis que c'est l'Angleterre qui était en maillot du Sénégal et que le Sénégal était en maillot d'Angleterre. Mais pendant les 30 minutes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu 2 actions coup sur coup. Boulaye Dia à la 9e minute de jeu, avec Ismaël Assar après la 17e minute de jeu. Mais ils n'ont pas concrétisé. Au niveau du football, à ce moment de la compétition, ça ne pardonne jamais. Lorsque vous avez l'occasion de faire douter l'adversaire en marquant 1, 2 buts, vous ne faites pas, mais tout de suite vous êtes puni. Regardez, la première véritable action de jeu de l'Angleterre, la 38e minute de jeu, ça allait au fond, clairement, comme il a dit. Jude Bellingham, Anderson qui fait l'appel en profondeur. Ouais, il n'y a personne, il est là, il est tout seul là. Il peut même se siroter une tasse d'été avant même de marquer ce but-là. Il n'y avait pas de marquage. Donc c'est ça, le Sénégal n'a pas retenu les leçons. Mais le bilan est mitigé pour moi parce que oui, il y avait de la place. Déjà, le Sénégal a perdu son mondial en perdant ce match face aux Pays-Bas. Quand on sait que dans le groupe B, vous avez l'Angleterre, les États-Unis, vous avez les pays de Galles et l'Iran, il fallait absolument lutter pour être premier de votre poule A. Lorsque vous êtes premier, vous allez évidemment éviter l'Angleterre qui était partie pour être la première nation qui allait sortir du groupe B. Mais là, quand vous perdez ce match face aux Pays-Bas, vous plombez la suite de votre mondial. Après, vous gagnez l'Équateur, c'est vrai, vous vous qualifiez. Mais vous n'avez plus le choix, vous êtes qualifié, vous êtes deuxième, vous faites avec. Et face à une équipe d'Angleterre, ça ne pardonne pas du tout avec les joueurs de haut niveau qu'on a vus. D'accord, nous avons réussi à réaliser un micro-trottoir sur le cas sénégalais, l'élimination du Sénégal. Mais avant, M. Diomandé nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Diomandé. Oui, M. Diomandé. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, M. Diomandé. Que vous m'avez manqué. Vraiment, vraiment, mais j'étais du cœur avec vous. Hein. Oula, c'est juste. J'étais du cœur en prière avec la 3. Oula, merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment des activités qui m'ont quand même bloqué. Oula, mais ça va, c'est débloqué maintenant. Ouais, non, ouais, j'ai le moral. Je vous vois à l'écran comme ça, le moral remonte. Hein. Ça fait plaisir. Allez, parlons du Sénégal, M. Diomandé. Qu'est-ce qui a manqué au Sénégal pour atteindre les quarts de finale? Ils avaient tous les amis.
J'ai salué le grand Magat. Bah, répondez. Tout le monde à table. Salut l'ami. Ouais, bonsoir, monsieur Demandé. Bonsoir. Ouais, oui, salut. Bon, voilà, j'y vais. Oui. Le Sénégal a manqué tout. La confiance, et vraiment la sérénité. Ils ont semé le doute en eux. Ils se sont dit que sans Mané, il n'y a pas le Sénégal. Et que vraiment, le Sénégal sans Mané au mondial, c'était comme un arbre sans racine. Et vraiment, c'est ce qui les a tués. Et puis, face à l'Angleterre, ils ont semé la peur en eux. Pour dire que c'est une grande nation de football. Si ce n'est pas, ils vont prendre le carton. Alors que tu mets ça en tête déjà, tu vas en régime de défense, et c'est fini, hein, en football. Tu ne retrouves plus. Dès qu'il y a quelque chose, quand tu doutes de toi-même là, en football là, c'est fini. Tu vas te retrouver. Donc il y a eu tout le doute. Et puis la confiance et la sérénité. Donc vraiment, bon, en plus, bon Dieu, Maroc, demain, bon ça au Maroc, et la 3 toujours meilleur, toujours midi, mais jamais égalé. Bon, tu es le meilleur. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Et bien de choses aux personnes qui vous entourent du côté de Sipilou. Allez, les Abidjanais reviennent encore sur cette élimination des Lions de la Teranga. Regardons ensemble. Voilà, je pense que ce qui a fait défaut à l'équipe du Sénégal, c'est le fait qu'ils aient été privés de l'un de leurs meilleurs buteurs, à savoir Sadio Mané. Et puis aussi, il faut dire que cette équipe-là a manqué d'agressivité, de combativité. On n'a pas senti vraiment les joueurs donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc je pense que c'est ce qui a fait défaut. Voilà, donc pour les prochaines compétitions, je pense qu'ils doivent corriger cela, ils doivent revoir cela si on veut vraiment faire une brillante prestation à la prochaine Coupe du Monde. Merci. Ce qui a manqué au Sénégal d'entrée de jeu, c'était la concentration au niveau de la défense. Il n'y avait pas de concentration au niveau de la défense. Au niveau du milieu, il y avait un problème de récupération. Les milieux n'arrivaient pas à balancer les balles au niveau des latéraux. Et puis le Sénégal s'est laissé un peu intimider face à l'équipe de l'Angleterre. Avec les attaquants comme les Harry Kane, c'était un peu difficile pour eux de s'imposer face au jeu. Ce qui a manqué au Sénégal lors du match précédent face à l'Angleterre, je dirais que l'absence d'Idrissa Gana Gueye a été vraiment pénible pour le Sénégal. Parce que nous avons constaté tous que le Sénégal, avec un match criant au niveau du milieu de terrain, le Sénégal n'arrivait pas à contenir les milieux de terrain adverses. Les milieux de terrain tels que Jude Bellingham qui a fourni un grand match hier énorme. Il a fourni un match énorme. Le Sénégal a été aussi mauvais au niveau des latéraux. Les latéraux n'ont pas su contenir les alliés anglais. Ce qui a manqué à l'équipe du Sénégal, c'est que lors du match, sur le terrain, le Sénégal avait un manque de confiance en eux parce qu'ils n'avaient pas leur leader avec eux. Donc ce que je pourrais dire prochainement, qu'ils fassent mieux, qu'ils ne se basent pas sur un seul joueur. Allez, voilà l'avis des Abidjanais, tout simplement, recueilli qu'on vous a proposé. Qu'est-ce qui a manqué au Sénégal pour atteindre les quarts de finale? C'est notre question LGT, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Alors, Juliette, comment vous avez trouvé l'incorporation des jeunes? On peut citer Iliman Ndiaye et Ismaël Jacobs qui a failli manquer ce mondial-là. Le Sénégal, je vous ai écouté, et puis on écoute les gens qui parlent. Le Sénégal base son collectif sur certains joueurs cadres. Mais il ne travaille pas. Il y avait des jeunes joueurs qui ont du potentiel. Et je dis, à contrario des années en arrière, il y a au moins 10 joueurs sénégalais qui jouent en Angleterre. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas comme s'ils ont découvert le football anglais, non. Ils jouent tous. Ismaël Assar, il joue à Watford, donc c'est pas comme s'il découvrait le jeu. Ce qui a manqué au Sénégal, c'est, comme la plupart d'entre vous dites ici, ils jouent avec les statistiques. Harry Kane, les grands, non. Mental, concentration, mais moi j'ai un doute, j'ai analysé cette équipe, je me dis qu'il y a un problème, il y a eu un problème avant, parce que quand le Sénégal est rentré dans le jeu, côté physique, ils ont le physique. Ils pouvaient tenir contre l'Angleterre. Mais mentalement, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Même Khalidou, je ne l'ai pas reconnu. Ça veut dire qu'on avait l'impression d'avoir une équipe à prime. C'est comme si on les avait clonés sur le terrain. On ne reconnaissait pas le Sénégal.
ni le jeu, ni la mentalité, ni rien du tout. Rien du tout. Donc, je pense que les jeunes ont fait leur part parce qu'ils ont donné, on les a vus jouer avec, comme vous aimez les classements, avec des équipes moins capées qu'elles et avec des équipes plus capées. Mais les jeunes ont mouillé le maillot. Ils ont pu arriver en 8e de finale. Pourquoi, avec l'Angleterre, ça change? Il y a eu un problème, moi, je pense. D'accord. Concernant notre question, et toujours sur la page Facebook, Thierry Kouassi écrit ceci. Le niveau était trop élevé pour l'entraîneur anglais est très intelligent. Il les a mis en confiance dans les premières minutes et leur a cassé le pied. Voilà, je vais dire ça comme ça. Dès qu'il a eu l'occasion, ensuite en deuxième période, il a fait rentrer de grands attaquants afin que le Sénégal ne puisse plus sortir de peur de ne pas prendre beaucoup plus de buts. Lukman Sissé, pour ma part, l'absence de Sékou Kouyaté et Gana Gueye et aussi de ne pas avoir mis l'intensité qu'il fallait dans ce genre de rencontre, voilà ce qui pourrait justifier la non-qualification du Sénégal pour atteindre les quarts de finale de cette compétition. Eh bien, beIN Sport France a pu recueillir des propos d'après-match, notamment des deux capitaines, Kalidou Koulibaly concernant le Sénégal et Harry Kane pour l'Angleterre. C'était un match difficile contre une grande équipe de l'Angleterre. On savait que c'était les favoris. C'est dommage qu'on ait donné 3 buts sur 3 contre-attaques parce qu'on arrivait bien à les contenir, mais on a pris 3 buts sur 3 contre-attaques. C'est vraiment dommage ce soir. Je pense qu'on a tout donné. L'équipe a voulu donner une bonne image de notre pays. C'est dommage que ça finisse aujourd'hui, mais on peut être fiers de nous parce qu'on a fait de grandes choses malgré le nombre d'absents qu'on a eu. Mais voilà, on va encore grandir. On va apprendre de nos erreurs et j'espère qu'on sera là dans 4 ans. Ouais, c'est une grande fierté pour moi d'être le capitaine de cette équipe, ce groupe incroyable. Vraiment, il n'y a rien à dire sur tout le monde. Ils ont tous été à disposition depuis le début jusqu'à la fin. On a essayé de tout donner. C'est dommage que ça a fini aujourd'hui, mais voilà, on a joué contre une grande équipe de l'Angleterre quand même. Je les remercie et tout ce qu'on a fait, c'était pour eux. C'est dommage que ça finisse aujourd'hui, mais voilà, le futur est bon, j'espère. Et j'espère qu'ils continuent à rester derrière nous parce qu'on a tout donné. Et voilà, on est déçus aujourd'hui. C'était difficile, ces matchs à élimination directe. Nous avons une grande résistance en face. 3-0, c'est un bon signe pour ce qui suit. La mentalité était forte dès le départ. On a pris les chances quand elles sont arrivées. Vous avez marqué 3 buts collectifs. Oui, on va pas vraiment parler, mais on se sent bien. On a des bons joueurs qui courent, des bons joueurs qui marquent. Et vraiment, ça a été un match où on n'a pas souffert de buts. C'est un grand jour. Bon, il n'y a pas eu vraiment de temps. J'ai reçu le ballon. C'était parfait la passe. Et j'ai eu l'occasion de le marquer. Et on va voir comment ça va se passer après. Et tout le monde a bien participé et a marqué des buts. Et ce qu'on a besoin. On a besoin de jeunesse. On a besoin de cet esprit. Il y a encore d'autres matchs à élimination directe. C'est pas facile. Mais bon, nous avons gagné 3-0 et c'était une super soirée. Kalidou Koulibaly et Harry Kane. Ahmed Traoré, sur la page Facebook de la 3. Il a manqué au Sénégal ce qu'il manque à tous les pays africains pour espérer mieux en Coupe du Monde, c'est-à-dire l'intensité, la rigueur, le manque de concentration et l'inefficacité devant les buts. Daniel Dro, ils n'ont pas la chance. S'ils étaient tombés sur une équipe comme la Pologne, je crois qu'ils seraient en quart. Mais bon, c'est aussi le destin. C'est son avis, on le respecte. Sadio Mané n'a pas manqué de laisser un message émouvant à ses coéquipiers sur son compte Instagram. Sadio Mané, absent de cette compétition. Il écrit ceci. Vous êtes tombés les armes à la main. Le peuple est très fier de votre parcours et vous avez mis le baume dans le cœur des Sénégalais et tous les supporters en défendant dignement le drapeau national. L'apprentissage continue et bon courage. On ira à la recherche d'autres trophées, Inch'Allah. Voilà ce qu'a laissé en commentaire le capitaine des Lions de la Teranga. Begreyago. Je voulais ajouter sur les interviews de Kalidou. Il dit, match difficile, on a donné 3 buts. Je dis non, on n'a pas donné 3 buts. C'est un piège tactique. Il laisse venir les Sénégalais, il les aspire, et après en transition rapide, il marque les 3 buts. C'est ça la différence. Et Harry Kane dit quoi? On a pris nos chances. On marque 3 buts collectifs. Donc, ils ont basé leur football sur le vrai collectif. Et après, quand ce collectif a
est d'une exigence extraordinaire clinique. L'individualité brille et lui, il marque un très très beau but. Sur cette Coupe du Monde, Juliette, est-ce que vous pensez qu'Aliou Cissé a réussi sa mission? Plus ou moins. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui, mais plus ou moins parce que l'objectif, quand les équipes africaines vont en Coupe du Monde, c'est participer déjà, faire les phases finales et tout. Mais Aliou Cissé, s'il n'avait déjà pas fait un quart de finale, j'allais me dire, OK, il a réussi. Mais ils l'ont fait. Ils sont tombés, pas les armes à la main, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. Ils sont tombés en... Sadio Mané. Sadio, voilà. Non, ils ne sont pas tombés les armes à la main. 8e de finale, ils auraient pu mieux faire. Mais je pense que le niveau aussi évolue en Coupe du Monde. Donc, plus ou moins. Moi, c'est mitigé. Jean-Philippe, sur ça, la même question. Concernant réussite ou échec pour Aliou Cissé, bon, j'essaie de réfléchir. C'est vrai que Juliette a parlé tout à l'heure du parcours du Sénégal antérieurement avec l'atteinte des quarts de finale. Là, sur cette compétition, qu'est-ce qu'on attendait du Sénégal? Bon, de pouvoir poursuivre sur sa lancée. On a vu une formation du Sénégal qui est passée de très près de la qualification 8e de finale lors du mondial en Russie. Comment est-ce qu'on prépare une telle compétition lorsqu'à quelques jours, on perd son leader d'attaque qui peut permettre dans la stratégie à l'adversaire de ne pas jouer en bloc haut. Ça aussi, on ne peut pas négliger cet aspect. Un Sadio Mané dans l'attaque du Sénégal, il est évident qu'on ne va pas voir Harry Maguire vers la ligne médiane. Donc, c'est un élément également qui est très important dans la tactique d'un entraîneur. Il est parti avec beaucoup de jeunes. Donc, je pense qu'il était déjà dans... je dirais l'appréhension du futur. Pour preuve, avant même l'entame de la compétition, il avait prolongé. Donc, c'est sûr qu'avec son président, l'attente n'était pas forcément maximale. On n'a pas vu les Sénégalais, par exemple, se fixer des objectifs fous. Ils n'en ont plus parlé à partir du moment où l'actualité de Sadio Mané avait complètement fermé la leur. Et donc, quand j'essaie de regarder tout ça, je pense qu'ils ont fait un parcours décevant. Oui, parce que je me suis promis de ne plus être assez minimaliste en tant qu'Africain. Sinon, j'aurais dit un parcours honorable. Mais je pense que le parcours était juste décevant. Et j'espère que pour les prochaines compétitions, ils feront non seulement plus preuve d'ambition, mais également de maîtrise. Qu'est-ce qui a manqué au Sénégal pour atteindre les quarts de finale? C'est notre question LJT, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Et oui, Jean-Daniel Kofi, à mon humble avis, il a manqué de diversité, de solidarité et surtout manque de concentration. Ils prennent 2 buts en 2 minutes. Ils pouvaient garder le score à 1 but à 0 et revenir à la mi-temps dans l'espoir d'égaliser. Mais ils ont joué comme si c'était eux qui menaient au score. Bah merci. Et oui, Jean-Daniel Kofi, son avis sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez faire de même. On va passer à présent à la revue de presse de ces 8e de finale Angleterre-Sénégal. La défaite du Sénégal face à l'Angleterre 0-3 en 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 n'a pas évidemment suscité l'euphorie dans la presse sénégalaise. On comprend donc aisément pourquoi le site de l'agence de presse APA News titre sobrement « L'Angleterre élimine le Sénégal » et de mentionner dans son article « La sélection anglaise était bien plus forte que l'équipe du Sénégal un peu trop attentiste durant ce 8e de finale ». Si le quotidien national Le Soleil reconnaît la supériorité des Three Lions en titrant « L'Angleterre surclasse le Sénégal », le site internet du journal Sud Quotidien lui préfère décrire l'ambiance qui a prévalu dans les rues de Dakar au coup de sifflet final. Pas de klaxons, de sifflets, de chansons, encore moins de parades de motos et de véhicules comme c'était le cas vendredi dernier, souligne l'auteur de l'article. Pour le journal L'Observateur, dans un jeu de mots, il présente cette élimination des Lions comme un cataclysme. Ce n'est pas l'avis du site de l'agence de presse sénégalaise APS qui donne la parole au capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly. Et celui-ci déclare « Les Lions peuvent être fiers de leur parcours ». Du côté de l'Angleterre, les tabloïds sont tombés sur le charme du Jude Bellingham. C'est le cas de la page web du journal The Times qui met en exergue le rôle primordial du jeune milieu de terrain des Three Lions dans la qualification face au Sénégal.
Et voilà, en tout cas, le Sénégal n'ira pas plus loin que les huitièmes de finale. Magat, l'espoir de l'Afrique ne repose plus que sur le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont-ils de la chance de passer ce cap espagnol? Malheureusement, hein, on attendait juste le Sénégal parce que c'était donc le champion d'Afrique. Ben voilà. Mais comme on le dit, hein, on est parti à la guerre et seuls les plus méritants arrivent à rester au front. Bon, voilà, dans cette équipe du Maroc, elle est sortie donc première de sa poule avec 7 points, c'était pas donné. Mais malheureusement, elle a fait ce qu'elle devait faire pour éviter un cadeau. Mais malheureusement, ça tombe sur la tête et l'équipe du Maroc joue face à l'Espagne, champion du monde en 2010. Alors ce match-là, c'est 50-50. Bien malin, c'est lui qui pourra dire qui va gagner, qui va l'emporter. C'est vrai que je suis africain, je voudrais bien que le Maroc s'impose, mais non, c'est 50-50. Vous ne voyez pas le Maroc? Parce que il y a le jeu léché côté espagnol, voilà. Et lorsque la bête est blessée, elle devient vraiment très redoutable côté espagnol. Et côté marocain également, ouais, on a les Hakim Ziyech également, et puis un entraîneur qui a le vent en poupe actuellement, Walid Regragui, oui, qui est en train de faire un excellent travail à la tête de cette formation marocaine. Donc oui, je ne vais pas m'aventurer, mon cher Jean-Baptiste. Ok, d'accord. Voilà, donc je vais dire 50-50. Ok. Begreyago, est-ce que vous pensez que la défense marocaine a les hommes nécessaires pour stopper les assauts de la Roura? Non, ils ont un véritable bloc équipe, mais je dis c'est le match le plus difficile. Moi, je dis si le Maroc sort victorieux de ce match, ils devront faire un grand pas vers la demi-finale parce que cette équipe espagnole a la panoplie, a une palette vraiment élargie de football moderne. Ça joue court, ça joue long, il y a une variété dans son jeu. Donc pour moi, c'est l'équipe la plus dangereuse, cette équipe espagnole. Est-ce que les Marocains auront-ils les ressources mentales, physiques, tactiques pour maintenir ce niveau d'exigence face à cette équipe espagnole? C'est la grande question. Parce que cette équipe espagnole, pour moi, quel que soit le résultat face au Japon, elle est une des meilleures équipes du monde dans sa possession, dans sa transition, mais surtout avec des joueurs qui savent vous faire balader longtemps. Et quand vous courez derrière le ballon pendant longtemps, après, forcément, vous êtes fatigué et vous vous laissez abattre. Je pense que ce Maroc-là doit être vraiment exigeant au niveau défensif dans son bloc équipe. Et si le Maroc reste exigeant dans son bloc équipe, le football, la gouverne certitude peut se produire. Allez, mettons tout de même une pièce sur le Maroc et passons maintenant à notre rubrique « Le fait du jour ». L'attaquant français Kylian Mbappé explose tous les records au Qatar. Fer de lance des Bleus, il est considéré par certains observateurs comme le meilleur joueur actuel de la compétition. Juliette, est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui considèrent Kylian Mbappé comme le meilleur joueur actuel de la Coupe du Monde Qatar 2022? Je n'aime pas beaucoup les superlatifs, trop, très, mais avec ces statistiques, et on l'a découvert en 2018, je pense que pour son âge, pour la qualité de son jeu, il est vraiment bon. Franchement, il est bon. Franchement, je ne peux pas dire le contraire, même si il est bon. Il est bon. Est-il aujourd'hui le véritable patron, Jean-Philippe, des Bleus? Le relais est fait. Ce n'est même pas qu'avec les Bleus. Au sortir du mondial, il va devenir la superstar qui va prendre le relais de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Tout à fait. A déjà 24 ans, il est à 9 buts en Coupe du Monde. Quand on regarde ses statistiques, on est quasi sûr que s'il n'est pas blessé, s'il est présent jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, il va non seulement, peut-être même si celle-là, dépasser Juste Fontaine, et puis aller dépasser Miroslav Klose. Donc pour moi, notre ami Kylian Mbappé aujourd'hui est la plus grosse star actuelle. On parle du jeu intrinsèquement parlant, pas de ce qui est forcément ce qui était bâti par les autres auparavant, que ce soit Neymar, Messi ou Cristiano Ronaldo en termes d'image. Mais dans le jeu aujourd'hui, ce qu'il est en train de démontrer sur ce mondial, c'est tout simplement ahurissant. Et c'est un garçon qui, dans son parcours, est toujours allé chercher le leadership. Le leadership, il ne lui a pas été donné. Donc il est allé le chercher. Il est allé le chercher en équipe de France lorsqu'il se plaignait qu'il était mis sur le banc de touche ou qu'il jouait sur l'un des côtés plutôt que dans l'axe. Il est allé le chercher en club avec Paris Saint-Germain. Il est allé le chercher dans la main de Leonardo Jardim quand il estimait qu'il était trop petit pour enchaîner les matchs. Donc c'est quelqu'un qui va toujours chercher le leadership. Et ce leadership-là, je pense qu'il a déjà pris. D'accord. En tout cas, la presse hexagonale est encore sous le charme de Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé est un phénomène mondial. Sa notoriété a franchi les frontières de son pays, la France. Ses prestations au Qatar ont achevé de convaincre les plus sceptiques et son doublé face à la Pologne en 8e de finale a eu un retentissement sur tous les continents. Les grands journaux aux 4 coins du monde sont tombés sous le charme du prodige français. Jusqu'au Brésil, la terre du football, le pays du roi Pelé, la presse s'exclame, à l'image de Odia et Extra. En Italie, la très exigeante presse transalpine s'incline. À l'instar de la Gazzetta dello Sport, le Corriere dello Sport est plus dithyrambique. Le roi Kylian, en français, dans le test. En Espagne, les quotidiens sportifs ne sont pas en reste. Exhibition de Mbappé, titre le journal Sport. Pour As, Mbappé est le roi du Qatar. Il en est de même pour Marca et Mundo Desportivo. Dans son propre pays, Kylian Mbappé est prophète. Si le Dauphiné libéré révèle, Giroud, historique, Mbappé, fantastique, c'est le quotidien L'équipe qui rend le plus bel hommage, God Save, notre King. Allez, Begrayago, au-delà de ce qui a été déjà relevé sur ce plateau, qu'est-ce qui fait la particularité de Kylian? Non, mais vous savez, ce qui fait la particularité d'un grand footballeur, c'est sa confiance. C'est un joueur qui il est confiant, il connaît ses qualités, il a confiance en ses qualités, il n'a pas peur. Et souvent, on dit qu'il est arrogant, mais quel footballeur qui n'est pas arrogant? Mais quand vous regardez son premier but face à cette équipe-là, je dis, il est d'une autre dimension. Et moi, il me surprend tous les jours pour son âge. Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment à un très haut niveau d'exigence. Il se met lui-même des exigences qu'il doit atteindre. Et quand il n'arrive pas à ce niveau-là, il est vraiment dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en football un dominant et impact player. Quand il décide, il peut changer le cours des matchs. Et pour moi, ce footballeur-là ne court plus la rue. Voilà. Jude Bellingham, le joueur anglais, voici ce qu'il pense de Kylian Mbappé. C'est probablement le meilleur joueur du monde actuellement. Avec un, deux ou trois autres avec vous? Non, mais certainement. J'ai vu qu'il a tellement de talent dans cette équipe et on est impatient et on veut les tester. Je veux tester contre ce genre d'opposition. Mais je pense que ce sera un grand match. Merci beaucoup. Voilà, Jude Bellingham, un élément de Bein Sport France qu'on vous a proposé encore. Magat, c'est clair que c'est un ballon d'or en puissance. Ben oui, c'est une anomalie déjà, qu'à 24 ans, vu ce qu'il est en train de démontrer depuis 2017 avec Monaco, ils ont éliminé donc Man City, je me rappelle bien, en quart de finale en 2017, c'est là que moi j'ai découvert le garçon. Après, il a signé du côté du Paris Saint-Germain et il n'arrête pas d'éclore, il n'arrête pas de grandir, notre ami Kylian Mbappé. C'est une anomalie pour moi, car avec 4 ans déjà, il n'est pas un seul ballon d'or. Mais comme il a dit, il n'est pas pressé. Alors, peut-être qu'il est parti pour aligner 3 à 4 ballons d'or de suite, comme l'a fait Lionel Messi à une certaine époque. Donc oui, pour le moment, c'est un garçon qui est mu dans la tête. Ses interviews, vraiment, c'est du masterclass. Voilà, lorsqu'il parle, vous avez l'impression d'avoir un garçon de 36 ans, 37 ans. Mais non, c'est un tout gamin. Voilà, donc quelqu'un qui est mu dans la tête, il sait où il va, il est rapide, il est explosif, il joue des 2 pieds, il est super puissant, il est très humble. C'est vrai que dans sa communication, on a l'impression que le garçon est arrogant, mais non, pas du tout. Il est humble sur le terrain, il s'est fait la passe. Et bien voilà, on avait dit que son ami Karim Benzema n'était pas là, et est-ce que ça allait quand même le desservir? Mais non, il a pris la responsabilité, comme Jean-Philippe l'a dit, il allait chercher ce pouvoir-là. Alors en 2018, on l'a découvert, c'est donc le petit Kylian Mbappé, mais cette fois-ci, c'est la grande star qui est venue lors de ce mondial-là et qui n'a pas fini de faire parler de lui. J'espère, bien sûr, que nos amis anglais, il a parlé, l'ami Jude Bellingham, mais malheureusement, pour eux, Kylian Mbappé va les faire malin. Va les faire très mal. Je vais paraphraser un tout petit peu dans une bande sonore. Il lui dit clairement, j'ai bâti ma saison sur cette compétition-là. Il parlait bien sûr du mondial et parce que derrière, ça fait jaser. Il n'est pas en conférence de presse, il ne se prononce pas beaucoup et il a même dit qu'il aurait appris que la fédération était sous le coup d'une sanction, d'une amende, qui s'engageait personnellement à payer cette amende-là et que pour lui, quand il est concentré sur une compétition, il doit vraiment se concentrer à 100%. Ça confirme tout ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr, il ne veut pas se disperser et il a raison. Vous savez qu'elle bouffe de l'énergie, cette Coupe du Monde-là. Il faut rester concentré, focus sur l'objectif. Et c'est un jeune qui sait ce qu'il veut. Il a préparé sa Coupe du Monde. Tout ce qui se prépare
après développe. Quand ça se développe, après vous êtes victorieux. Il est sur le chemin, mais je pense que ce match face à l'Angleterre sera d'une autre intensité. On va voir le programme de demain dans quelques instants, Magat. Oui, très rapidement. Alors, on a vu Messi, on a vu Ronaldo, ils n'ont jamais remporté de Coupe du Monde. Mais lui, il a déjà une Coupe du Monde en 2018. Il va avoir la deuxième Coupe du Monde en 2022. Et peut-être la troisième Coupe du Monde en 2026. Votre pronostic en même temps? Oui, peut-être la troisième Coupe du Monde en 2026, comme Pelé l'a fait à une certaine époque. Le programme, rapidement, le programme de demain. Le programme, le jingle, c'est maintenant. On va se faire un plus calé dans pas longtemps. Pour l'instant, demain, mardi 6 décembre 2022, vous aurez Maroc-Espagne, Portugal-Suisse. Maroc-Espagne, on a déjà touché ce programme-là, cette affiche-là. Portugal-Suisse, Jean-Philippe. Le Portugais, bien évidemment. Votre pronostic? Oui, avec Cristiano Ronaldo? Avec ou sans lui, qu'il soit présent sur le terrain ou sur le banc, je pense que les Portugais aujourd'hui dans cette compétition, ils avancent à visage masqué. Ils ont une très bonne équipe, ça on l'a dit. Ils ont des très bons jeunes. Aujourd'hui, ils ont un milieu de terrain assez fourni. Ils ont des garçons comme Renato Sanchez, Rafael Leao, Vitinha, Bruno Fernandes. Vous voyez, il y a aussi des joueurs d'expérience qui sont sur le terrain comme Pepe et autres. Je pense qu'il faut faire très attention à ces Portugais-là, parce que petit à petit, ils sont en train de tracer leur route également vers le sommet. Et j'ai vu une affiche avant de monter à l'émission d'un Portugais qui disait « Plus que 4 matchs et tu seras champion du monde, CR7 ». Il y a eu de la malice quand même dans cette Coupe du Monde. Vous savez, par exemple, du côté de la France, ils jouent avec 25 joueurs parce que le 26e, c'est Karim Benzema. En cas de victoire finale, Benzema serait champion du monde. Donc ça peut être pareil avec cette équipe du Portugal qui peut même se permettre de dire à Cristiano, écoute, rentre à la maison, tu reposes, on va remporter ce trophée pour toi. Ah, franchement, donc, ça ne risque pas d'arriver. Portugal-Suisse, le connaissant, oui. Je sais pas, mais moi, je vais un peu aller à contre-courant. Je sais pas, la Suisse me dérange un peu. Ouais. Vous pensez? Oui, la Suisse, c'est une nouvelle équipe. Ils ont quelque chose de nouveau. Ils ne sont pas les meilleurs comme les autres, mais il y a quelque chose qui me gêne. Ça reste à voir. Rapidement, Magat. Oui, en un mot, effectivement, oui, avec votre compatriote Mbolo. Voilà. Et puis le vieux Shaqiri qui est toujours là. Voilà, qui abat donc les caviars. Oui, ça peut surprendre, on ne sait jamais. Allez, on est parti pour notre plus quali.